Bonjour mes chers élèves de 3e 5, aujourd'hui 3e vidéo de cours sur un chapitre au programme extrêmement important, à savoir la guerre froide. Je vous ai déjà envoyé un certain nombre de polycopes sur ce chapitre. Nous allons pour aujourd'hui expliquer le début de cette guerre froide, une guerre très particulière. Alors chapitre important, donc évidemment, hein, j'ai mis la cravate. Vous voyez comme je perds mes habitudes avec ce confinement. Je n'arrive même plus à mettre ma cravate au bon endroit. Voilà, là nous sommes mieux, j'ai mis la cravate au bon endroit. Excusez-moi pour cette petite perte de repère et perte d'habitude. Alors, bien sûr, bonjour à Dédé la grenouille. Nous n'oublions pas les gestes d'usage. Solution hydroalcoolique, n'oublions pas la friction importante pour que le produit pénètre. Nous avons une pensée, comme d'habitude, pour notre personnel soignant qui est au front, hein, avec un grand courage dans les hôpitaux. Donc, aujourd'hui, début du chapitre sur la guerre froide. Concernant ce chapitre, nous allons faire plusieurs vidéos pour deux raisons. D'abord, c'est un long chapitre, un gros chapitre, il nous faudra donc plusieurs vidéos, et je vais essayer de faire désormais des vidéos plus courtes. Pourquoi plus courtes? Parce que le temps de mise en ligne est extrêmement long, prend plusieurs heures. Donc j'espère qu'avec des vidéos plus courtes, les vidéos seront mises en ligne plus rapidement. Regardons le plan de notre chapitre. La guerre froide. Nous allons commencer par un rappel du bilan de la Seconde Guerre mondiale, guerre d'anéantissement, comme nous l'avons. La Seconde Guerre mondiale, un très très lourd bilan humain, matériel, psychologique. Mais la fin de cette Seconde Guerre mondiale, c'est également un soulagement et un espoir. Mais un espoir, nous allons le voir, qui va très vite être déçu. Donc, un bilan de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, classiquement, la guerre froide, quand, où? Bornage chronologique, début, fin, ou bornage spatial, où a lieu cette guerre. Ensuite, nous nous poserons la question, la guerre froide, pourquoi? Pourquoi cette guerre? Qu'est-ce qui déclenche cette guerre? En fait, on verra que les causes de cette guerre froide commencent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous verrons ensuite la particularité de cette guerre, qui est donc froide. Qu'est-ce qui fait de cette guerre une guerre originale, si particulière? La guerre froide, comment se manifeste-t-elle? Et nous finirons par deux grandes crises de la guerre froide, les deux plus grandes crises de cette guerre froide, des crises très significatives. Voilà notre programme. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, nous allons traiter le bilan de la Seconde Guerre mondiale, en quoi c'est un soulagement, un espoir, mais également un traumatisme, les questions quand, où et la question pourquoi. Alors, tournons-nous vers notre écran. Vous voyez, j'ai le même plan sous les yeux. Alors, petit rappel, donc je vous ai envoyé ce polycope que vous avez dû lire. Je vous ai également envoyé ce schéma que vous devez compléter pour lundi prochain, à la lecture des autres polycopes, et également son polycope. Alors, commençons. Le titre officiel au programme, ce n'est pas la guerre froide, c'est un monde bipolaire au temps de la guerre froide, 1947-1991. Donc là, nous avons déjà la réponse à notre question, la guerre froide, quand? Eh bien, de 1947 à 1991. Parfois, on peut trouver une autre date, 1989, 1989, la chute du mur de Berlin, ou 1991, l'effondrement de l'URSS, autrement dit la disparition de l'URSS. Un monde bipolaire, bi de polaire, pôle. Autrement dit, au temps de la guerre froide, le monde est divisé en deux pôles, en deux camps. On peut résumer cette guerre
avec cette citation. La guerre froide, une paix improbable, impossible, presque impossible, mais en même temps une guerre impossible. Donc en fait, une guerre, pour commencer, pour faire simple, plutôt une situation où on est entre la paix et la guerre. Guerre froide, par opposition à guerre chaude. Une guerre chaude désigne une guerre purement militaire, avec des champs de bataille, avec des bombardements, etc., etc. Là, ce n'est pas le cas. La guerre froide, ce n'est ni la paix, ni la guerre militaire. On se situe entre les deux. Nous avons dit un rappel du bilan de la Seconde Guerre mondiale. Nous l'avions dit, la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Alors, si on reprend dans l'ordre par rapport au programme, nous avons commencé le début de l'année avec la Première Guerre mondiale, qui est une guerre d'un genre tout à fait nouveau. Vous vous souvenez, on a coutume de dire que la Première Guerre mondiale, c'est un petit peu le laboratoire des horreurs du XXe siècle, une guerre d'un genre tout à fait nouveau, une guerre de position, une guerre de tranchées, les progrès de l'artillerie, donc une guerre très meurtrière, une guerre totale, avec une chose très importante, souvenez-vous, le phénomène de brutalisation, une guerre tellement abominable que finalement les soldats sont brutalisés dans leur corps et sont brutalisés dans leur tête avec la banalisation de la mort de masse. Avec la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle étape est franchie. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Le but, dans chaque camp, est d'anéantir totalement, de détruire l'ennemi. Nous l'avons vu à travers deux exemples, la Shoah, en ce qui concerne les civils, et puis la bataille de Stalingrad, qui a été extrêmement meurtrière. Alors cette Seconde Guerre mondiale, concernant son bilan humain, nous l'avions dit, entre 50 millions et 60 millions de morts, autrement dit, 5 ou 6 fois plus de morts que la Première Guerre mondiale, qui déjà elle-même à l'époque était très meurtrière. Et une des caractéristiques de cette Seconde Guerre mondiale, c'est qu'elle a causé plus de morts chez les civils que chez les militaires. Entre 50 et 60 millions de morts. C'est d'ailleurs l'URSS qui a payé le plus lourd tribut dans cette guerre, puisque 20 millions de soviétiques, civils ou militaires, sont morts. Également un très lourd bilan matériel. L'Europe est détruite, ravagée par les bombardements. Les économies également sont détruites. Durant cette Seconde Guerre mondiale, 2 millions de tonnes de bombes sont tombées sur l'Europe avec la destruction totale de certaines villes. La ville de Stalingrad, comme nous l'avions vu, la ville de Berlin ou la ville de Caen, par exemple, en France. Dans ce bilan de la Seconde Guerre mondiale, n'oublions pas le bilan psychologique. Cette guerre a été un véritable traumatisme, à deux titres. Premier traumatisme, la découverte, souvenez-vous de Spolikop, que nous avons fait en classe, la découverte de l'ampleur de la Shoah. Rappelons quand même que la mise à l'écart des Juifs dans les ghettos, la Shoah par balle, les camps de mise à mort, 6 millions de personnes exterminées. Et avec la découverte de ces camps de mise à mort, évidemment le monde est traumatisé, choqué, a du mal à le croire, et la question, c'est celle-ci, comment l'homme a pu en arriver à cela. Deuxième choc psychologique, deuxième traumatisme, nous l'avions vu également, pour mettre fin définitivement à la Seconde Guerre mondiale, et autrement dit faire plier le Japon, qui résiste toujours après la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, eh bien l'utilisation à 2 reprises de la bombe atomique par les États-Unis sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, 6 août et 9 août 1945, et là, une arme tout à fait nouvelle, une arme de destruction massive qui peut provoquer l'apocalypse. Et là, le monde se pose aussi une question, comment en est-on arrivé à cette situation où le monde finalement peut s'auto-détruire avec cette arme.
Alors, dans ce bilan, il y a à la fois évidemment un bilan humain très lourd, un bilan matériel très lourd, de traumatisme. Il y a aussi évidemment un immense soulagement que cette guerre soit terminée. Il va y avoir un espoir, mais de courte durée, avec la création de l'ONU en 1945, qui remplacera la SDN. L'ONU étant chargée à sa création, nous verrons, de prévenir tout nouveau conflit, mais nous verrons que l'ONU ne sera pas d'une grande utilité finalement pour la suite. Donc, un bilan très lourd, beaucoup de traumatisme, en même temps un soulagement que cette guerre soit terminée, et puis un espoir avec la création de l'ONU. Dans ce bilan, n'oublions pas une chose importante, cette fois-ci de manière définitive, deux grandes puissances, deux grandes superpuissances vont émerger, d'un côté l'URSS, d'un côté les États-Unis, et à côté de ça, eh bien, nous assistons au lent déclin de l'Europe. Les deux grands vainqueurs de la guerre sont donc les États-Unis et l'URSS. Alors, je vous ai fait un nouveau petit polycope pour reprendre depuis le début. Nous avons dit que la guerre froide commençait en 1947. Mais en fait, les racines de cette guerre froide, eh bien, datent d'avant. Autrement dit, la guerre froide qui commence officiellement en 1947, eh bien, elle trouve ses causes avant, et en fait, dès 1945. Que s'est-il passé? Regardons cette frise chronologique que je vais réduire un tout petit peu. Voilà. Alors, début de l'année 1945. En février 1945 a lieu une conférence, la conférence de Yalta. Alors Yalta, c'est une ville au bord de la mer Noire, dans un territoire dirigé par l'URSS de Staline. Vous voyez, cette conférence a lieu ici. Eh bien, cette conférence, elle réunit les principaux leaders du camp, qu'on appelle le camp des Alliés. Vous voyez ici Staline, vous voyez ici le président des États-Unis, Roosevelt, et Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni. Et en fait, dès février 1945, les Alliés, lors de cette grande conférence, se réunissent déjà pour préparer l'après-guerre. Pourquoi? Au début de l'année 1945, il ne fait plus aucun doute que l'Allemagne nazie sera vaincue, étant donné que l'armée rouge de l'URSS, l'armée de Staline, avance de manière très importante pour libérer l'Europe de l'Est. L'armée américaine et du Royaume-Uni, après le débarquement en Normandie, avance pour libérer l'Europe de l'Ouest. Et ces deux armées, ou trois armées plutôt, vont prendre en étau l'armée allemande. Et donc, il ne fait plus aucun doute à cette date que la guerre sera gagnée par les Alliés. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de réfléchir au sort de l'Europe après la défaite de l'Allemagne nazie. Que faudra-t-il faire en Allemagne et quel mécanisme faudra-t-il mettre en place pour garantir la paix? Et donc déjà on pense à la création de l'ONU. Le 8 mai 1945, comme nous le savons, c'est la capitulation de l'Allemagne nazie. Alors, par rapport à ça, une petite parenthèse. Donc on a dit que depuis 1942 et 1943, surtout, c'est un tournant puisque l'Allemagne nazie ne fait plus qu'enregistrer des défaites. L'armée de l'URSS, l'armée américaine et britannique prennent en étau l'Allemagne nazie et en fait, ces armées vont se rejoindre et pour vaincre l'Allemagne nazie, eh bien l'ultime bataille a lieu à Berlin. C'est à Berlin que résiste
l'armée allemande. C'est à Berlin que les derniers soldats allemands résistent. Hitler est réfugié dans son bunker. Eh bien, en fait, la bataille de Berlin qui a lieu du 16 avril au 2 mai 1945, la capitulation viendra après, elle est livrée par l'URSS, puisque c'est l'armée rouge, l'armée de l'URSS, qui arrive en premier à Berlin. C'est donc l'URSS qui va libérer Berlin. Ce qui va donner évidemment un grand prestige à l'URSS. Donc Berlin, dernier bastion de résistance de l'Allemagne nazie, libéré par l'URSS. Le 8 mai 1945, capitulation de l'Allemagne. Le 26 juin 1945, conférence de San Francisco aux États-Unis, et c'est véritablement la création de l'ONU. Alors, immense espoir. Création de l'ONU, chargée justement de prévenir tout nouveau conflit, d'empêcher tout nouveau conflit, et de faire respecter le droit international. Autrement dit, intervenir dès qu'un pays tente de conquérir un autre pays, comme l'avait fait Hitler. Et puis l'ONU chargée également de faire respecter les droits de l'homme à travers la planète. En juillet, en fait plus précisément du 17 juillet au 2 août 1945, nouvelle conférence avec les leaders du camp des Alliés, avec la conférence de Potsdam, dans la banlieue de Berlin, toujours avec Churchill, Premier ministre anglais, Truman, président américain. Alors tout à l'heure, nous avions vu que lors de la première conférence, le président américain était Roosevelt. Eh bien, Roosevelt, à ce moment-là, est très malade. Il meurt le 12 avril, et c'est donc son vice-président, Truman, qui va, dans l'urgence, prêter serment et prendre sa place. Donc, président des États-Unis, Truman, et donc, toujours Staline. Lors de cette conférence, durant l'été 1945, voici les décisions prises. L'Allemagne sera divisée en 4 zones d'occupation. Autrement dit, l'Allemagne sera divisée en 4 zones. Chacune de ces zones sera gérée par les États-Unis, l'URSS, la France et le Royaume-Uni. Autre décision prise, évidemment, désarmer définitivement l'Allemagne nazie, et puis ce qu'on appelle dénazifier l'Allemagne. Dénazifier l'Allemagne, ça veut dire supprimer tout symbole du nazisme, toute trace de l'idéologie nazie, et juger les criminels nazis, ce qui sera fait lors du procès de Nuremberg. Je rappelle, là nous sommes à l'été 1945, le Japon ne s'est pas encore rendu, c'est pourquoi Truman prend la décision, les 6 et 9 août, de lancer 2 bombes atomiques sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki, ce qui provoquera la capitulation du Japon. Mais, lors de cette conférence de Potsdam, Churchill est inquiet, très préoccupé. Il fait part de cette préoccupation à Truman, président des États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que Staline, en libérant l'Europe de l'Est, en fait il n'a pas fait que libérer l'Europe de l'Est, les pays qu'il a libérés, il les a en fait conquis. Et dans tous les pays qu'il a libérés, il a mis en place des régimes communistes, autoritaires, voire totalitaires. Autrement dit, le communisme progresse. Et Staline met en place ce qu'on appelle une espèce de rideau de fer, une espèce de barrière qui empêche d'aller dans cette zone. Et donc, Churchill dit à Truman lors de cette conférence, attention, Staline est en train de conquérir une grande partie de l'Europe de l'Est, d'y installer des régimes communistes, autoritaires, totalitaires, sur le modèle de l'URSS. Évidemment, grande inquiétude de Truman face à cette contagion du communisme. Et en fait, la question c'est, où arrêter Staline pour éviter que la contamination, la contagion du communisme ne progresse, que les pays ne tombent un par un dans le communisme, ne deviennent des régimes communistes autoritaires, voire totalitaires? Où arrêter Staline et surtout,
comment l'arrêter? Alors, vous me direz, une seule manière de l'arrêter, déclarer la guerre à l'URSS de Staline, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. L'armée rouge en 1945 est une armée extrêmement puissante. L'URSS de Staline jouit d'un grand prestige à cette époque, c'est-à-dire que 1945, c'est comme si on avait un petit peu oublié que l'URSS de Staline était un régime totalitaire. Pour l'instant, on ne retient qu'une chose, eh bien, grâce à Staline, eh bien, une partie de l'Europe a été libérée. D'ailleurs, c'est l'armée rouge qui a payé le plus lourd tribut au niveau des soldats morts. Donc, la question c'est où arrêter Staline, qui profite donc, je le répète, de la libération de l'Europe de l'Est pour conquérir ces pays et y installer le communisme, où l'arrêter et comment l'arrêter? Par une guerre classique, militaire, sauf que une guerre militaire entre l'URSS de Staline et les États-Unis s'avère impossible. De là, notre citation, une paix improbable, c'est-à-dire une paix impossible entre les États-Unis et l'URSS, deux modèles très différents, deux idéologies différentes, deux systèmes économiques différents, etc. Et puis surtout l'URSS de Staline qui progresse. Donc une paix improbable, impossible, incertaine, mais en même temps une guerre militaire impossible. Pourquoi? Eh bien, pour une raison toute simple, dont vous vous doutez, c'est que désormais, une nouvelle arme de destruction massive a vu le jour, la bombe atomique. Alors, les Américains la mettent au point en 1945, l'utilisent en août 1945, mais l'URSS de Staline n'est pas en reste et Staline accélère la recherche pour mettre au point sa propre bombe atomique qu'il mettra au point en 1949. Donc désormais les deux grandes superpuissances qui toutes deux jouissent d'un grand prestige puisqu'elles ont contribué à la victoire et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces deux grandes puissances eh bien s'affrontent. Elles s'étaient alliées pendant la guerre pour vaincre l'Allemagne nazie, mais dès la guerre finie, elles sont tellement différentes qu'elles s'affrontent, d'autant plus que Staline avance, progresse, etc. Et puis ces deux puissances possèdent désormais la bombe atomique. Alors qu'est-ce que ça change? Mais ça change tout, puisque désormais, faire la guerre à l'URSS ou faire la guerre aux États-Unis, ça veut dire employer cette arme de destruction massive, et les États-Unis et l'URSS savent très bien que s'ils s'engagent dans une guerre atomique, c'est la destruction totale de leurs deux pays. Donc ça veut dire que tout conflit militaire est impossible entre les États-Unis et l'URSS. Ils ne peuvent pas employer cette arme l'un contre l'autre sous peine de destruction totale de leur pays. Et donc la guerre froide ne peut pas être une guerre militaire, ne sera pas une guerre militaire, sera une guerre d'une autre nature. C'est pourquoi nous l'appelons la guerre froide. Je répète, ce n'est pas une guerre chaude, une guerre militaire avec des bombardements, etc. C'est une guerre froide, qui n'est pas militaire. Alors comment peut-on faire la guerre d'une autre façon, sans que cette guerre soit militaire? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les vidéos suivantes. Alors, je vais vous montrer pour cette vidéo, pour finir cette vidéo, parce que le temps défile, un petit rappel de la puissance de cette nouvelle arme de destruction massive qui peut déclencher ce qu'on appelle l'apocalypse. Une vidéo que je vous avais déjà montrée, mais je vais vous en remontrer inflige de lourdes pertes aux villes du Japon. un extrait. Et puis, le président Truman se Regardez. tourne vers une nouvelle arme révolutionnaire. Les 6 et 9 août, des bombes atomiques sont larguées sur les villes de Hiroshima et Nagasaki.
professeur à l'université de Hiroshima écrit une lettre à sa femme. Voilà. Une arme tout à fait nouvelle, une seule bombe de destruction massive. La bombe d'Hiroshima est la première qui a été lancée. Bien évidemment, ces bombes atomiques ont été perfectionnées, devenues de plus en plus puissantes. Et donc, je le répète, les États-Unis et l'URSS, en conflit, ne peuvent pas utiliser l'un contre l'autre cette arme sous peine de voir leur territoire totalement détruit. Donc, cette guerre entre les États-Unis et l'URSS, à partir de 1947, ne peut pas être une guerre militaire. Ce sera donc une guerre dans d'autres domaines, une guerre différente. C'est pourquoi nous l'appelons la guerre froide. Alors, pour finir cette petite vidéo, juste un petit rappel très important. En fait, ce qui va provoquer cette guerre froide entre les États-Unis et leurs alliés, et l'URSS et leurs alliés, parce qu'en fait, on va avoir, comme on l'a dit au tout début, un monde bipolaire, deux pôles, deux camps, les États-Unis et leurs alliés, l'URSS et ses alliés. Eh bien, l'origine de cette guerre, c'est le fait qu'en libérant une partie de l'Europe, eh bien, Staline en a profité pour conquérir ces pays, y installer des régimes communistes, autoritaires, totalitaires, et on ne sait pas où il va s'arrêter. Et évidemment, les États-Unis n'ont aucune envie que cette progression du communisme continue jusqu'où on ne sait pas. Et la question des États-Unis, c'est où arrêter Staline, comment l'arrêter. On ne peut pas le faire de manière militaire, donc on le fera d'une autre façon. Voilà, mes chers élèves, pour cette première vidéo. Alors, tout à l'heure, nous avons fixé le bornage chronologique, 1947, 1991 ou 1989. Nous n'avons pas répondu à la question où a lieu cette guerre. Eh bien, en fait, dans le monde entier. Vous voyez, le monde entier est divisé en deux camps, deux pôles, deux blocs. L'URSS et ses alliés, ici en rose. Les États-Unis et ses alliés en bleu. Sauf que, je répète, aucun conflit armé entre les États-Unis et l'URSS, de par la possession de ces deux pays de l'arme atomique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, et je finirai là-dessus, la dissuasion nucléaire. Le fait de posséder la bombe atomique est une garantie. On sait que notre ennemi ne nous attaquera pas, puisque sinon on va répliquer avec l'arme atomique. On sait nous-mêmes qu'on n'a pas intérêt à attaquer, sinon on sait que notre ennemi répliquera également avec la bombe atomique. Donc cette bombe atomique, c'est un très grand danger qui plane sur le monde, mais en fait, le but c'est de ne pas l'utiliser. C'est de ne pas l'utiliser. Personne n'a intérêt à ce qu'on utilise cette bombe atomique. Voilà. Avoir la bombe atomique, c'est la certitude qu'on ne nous attaquera pas. Mais le but c'est de ne pas l'utiliser, bien sûr. Personne n'a intérêt à l'utiliser. Bien, mes chers élèves de 3e 5, nous nous retrouverons assez vite pour une seconde vidéo. Donc là, nous avons fait un rappel du bilan de la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide, quand, où? La guerre froide, pourquoi? Nous l'avons expliqué. La guerre froide qui commence en 1947, mais les causes de la guerre froide datent d'avant, et en fait, datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les prémices de cette guerre froide sont déjà installées, sont déjà là, et une guerre d'un genre tout à fait nouveau, de par l'invention de cette bombe atomique, qui est une arme tout à fait nouvelle de destruction massive. Mes chers élèves de 3e 5, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis évidemment à très bientôt pour une seconde vidéo sur la guerre froide. Alors évidemment, à la fin de ce chapitre, je vous demanderai de faire un paragraphe argumenté. Je vois dans vos yeux le bonheur, la joie, l'impatience. Je vous fignole un petit sujet de paragraphe argumenté dont vous ne serez pas déçus. Bonne soirée.